Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 9 octobre et à la une de ce journal, 84% de la population mahoraise vit en dessous du seuil de pauvreté. Un constat glaçant qui implique la mise en place d'une stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté de la part de l'État. C'est dans ce contexte qu'une convention unique sur le territoire a été signée cet après-midi. Elle prévoit la mise en place d'un point conseil budget pour les familles financièrement vulnérables. 4 CCAS ont pour l'heure été retenus. Lesquels sont-ils et comment ce dispositif sera-t-il mis en place sur le territoire? Un sujet signé Marion Tellier. Le point conseil budget, c'est la dernière initiative lancée par l'État en matière d'action sociale. Il s'agit ici d'aider les familles financièrement vulnérables pour leur apporter soutien, conseil et accompagnement. On ne peut pas conduire des politiques publiques au seul bénéfice de personnes qui vont bien dans la société, qui ont un emploi, qui ont un problème de mobilité, qui ont un problème matériel. Il faut aussi conduire les politiques publiques au bénéfice des personnes en grande difficulté. Avec cette signature, l'État s'engage à accorder 50 000 € à chaque CCAS sélectionné. Une somme qui implique le recrutement d'un professionnel qualifié dans le domaine de l'action sociale. Son rôle sera alors d'intervenir sur le terrain, directement auprès de ces familles. Nous sommes sur une société de consommation, donc on dit consommation sur le surendettement. Régulièrement, bien sûr, nous avons des familles qui viennent avec des difficultés de budget. Donc là, pour nous, c'est d'avoir vraiment une ingénierie interne, c'est-à-dire une personne professionnelle qui va accompagner ces familles à mieux gérer leur budget, donc leur situation familiale. Un projet pour l'instant expérimental. 4 CCAS ayant répondu à l'appel à projet et ayant été sélectionnés conduiront cette initiative pour une durée d'1 an. Il s'agit des centres communaux d'action sociale d'Aqua, Bandrélé, Chirongui et Dembéni. Un bilan sera dressé à l'issue de cette année. L'objectif, étendre le dispositif à l'ensemble du territoire dès 2021. Mardi, l'INSEE a dévoilé les résultats de sa nouvelle enquête sur les villages de Mayotte en 2017. Il en ressort que les inégalités se creusent entre les villages, mais également entre les habitants. D'une rue à l'autre, la misère se mêle aux conditions de vie plus confortables. À l'aube des élections municipales, tous les candidats vont devoir composer avec cette réalité qui n'est pas sans poser des problèmes pour la société mahoraise. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. En 2017, les conditions de vie restent toujours aussi difficiles à Mayotte et n'ont que peu progressé depuis 2012. À l'approche des élections municipales, cette nouvelle enquête de l'INSEE doit permettre aux politiques publiques futures d'être adaptées aux réalités des communes. Quand on est à un niveau juridique, le niveau village n'a pas de sens. C'est pas un canton, c'est pas une commune. Ouais. Alors qu'au niveau sociologique, évidemment, c'est un sens profond sur le territoire de Mayotte. Et c'est pour ça qu'on s'attache systématiquement à essayer d'éclairer à ce niveau village le territoire pour permettre à chacun de se l'approprier. Et j'irai même un peu plus loin pour permettre aux maires, parce qu'un maire c'est avant tout un maire de plusieurs villages à Mayotte, pour permettre aux différents maires d'avoir une fine connaissance de leurs différents territoires et ça résonne encore plus quelques mois avant les municipales. Les 5 critères utilisés pour classifier les différents villages du territoire sont la part de logement en tôle, l'accès à l'électricité et à l'eau courante à l'intérieur du logement, la part de diplômés et la part de personnes en emploi. Dans chaque village, la moyenne doit donc être relativisée en prenant en considération les inégalités criantes qui demeurent d'un quartier à l'autre. On a séparé les 72 villages du territoire en 4 catégories. Donc il y a des villages qui ont des conditions très fortes, et un peu moins, dégradés et très dégradés. Donc c'est le cas de Pamandzi. Pamandzi, c'est un cas un petit peu particulier que globalement, c'est au-dessus de la moyenne, mais évidemment, c'est un territoire à forte disparité. Pamandzi, vous avez le Pamandzi historique et vous avez la Vigie au milieu, qui évidemment fait baisser la moyenne du territoire de cette collectivité sur ses conditions de vie. Les difficultés sont les plus marquées dans 16 villages. Leurs 58 000 habitants doivent faire face en 2017 à des conditions de vie rudimentaires et qui se sont nettement dégradées depuis 2012. Dans ces villages, la croissance démographique a été particulièrement forte sur la période et l'habitat en tôle a beaucoup progressé. Sans surprise, les communes accueillant le plus d'étrangers sont les plus défavorisées. Quand on a regardé au niveau communal, la corrélation était réelle. Les communes qui avaient le taux d'étrangers le plus important étaient évidemment les communes où le taux de logement en tôle était le plus important. On a une géographie de la pauvreté, quand même, qui se dessine, ou de l'extrême pauvreté, parce que le territoire est pauvre un peu partout. Il y a une géographie de l'extrême pauvreté, et vous savez, dans un territoire, c'est jamais bon de séparer.
De manière, il y a beaucoup de politiques publiques justement pour essayer... On le voit avec les ghettos, les cités dans les banlieues, c'est la même chose. Ouais. Et Mayotte avait cette force jusqu'à présent de permettre la cohabitation de populations avec des niveaux de vie très différents ça a changé, proximité. Ouais. Et on voit que ce schéma ne tient plus, ou tient de moins en moins, avec des villages qui se spécialisent entre guillemets dans la pauvreté, hein, même s'il faut prendre ce mot avec toutes ces mesures, et d'autres villages qui ont des conditions de vie qui tendent à se rapprocher vers des normes plus ultramarines ou métropolitaines. Les années passent et le fossé se creuse entre les habitants de l'île. Inquiétant lorsque l'on sait qu'à Mayotte, la délinquance est en partie une délinquance de survie. Et environnement maintenant, il y a moins de 2 semaines, 3 jours d'expérimentation ont eu lieu à Bouéni et à Koungou. En effet, plusieurs acteurs de la collecte des déchets se sont retrouvés afin de collecter le maximum de véhicules hors d'usage. Une réussite puisqu'un grand nombre de VHU ont pu être retirés, tandis que d'autres ont été identifiés. Un travail qui va se poursuivre et s'étendre aux différentes communes de l'île. Écoutons plutôt la directrice du bureau Incidence qui nous parle de cette opération. Un véhicule hors d'usage, c'est un déchet dangereux. Donc tout propriétaire de véhicule qui l'abandonne sur le bord de la route est passible d'une amende de 1 500 € pour mise en danger de la vie d'autrui. Déjà, on commence bien les choses de manière claire et précise. Ouais. Ensuite, la police municipale, une fois qu'elle constate que le véhicule a été abandonné, va mettre en demeure le propriétaire de l'enlever. S'il ne le fait pas, à ce moment-là, la collectivité va prendre le relais en quelque sorte et va, après 3 mois de procédure, etc., va entreprendre l'enlèvement du véhicule. Alors on le voit sur les images, là, regardez le tag, il marque quoi là? Il a marqué un numéro, donc là en l'occurrence c'est 74, je crois qu'il va noter, et c'est le numéro du VHU, c'est-à-dire que chaque véhicule hors d'usage qui est collecté dans le cadre du plan VHU de Romcom est saisi dans une base de données, et la base de données donne un numéro. Donc et ça, c'est le 74e VHU enlevé. Pas enlevé, noté, c'est-à-dire qu'on les a pas référencés. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la recrudescence du paludisme aux Comores, ou encore l'inauguration de la nouvelle PMI de M'Tsamoudou. Au montage, Leslie Vimenet. Ce matin, la PMI, Protection maternelle et infantile de M'Tsamoudou, a ouvert ses portes en présence du vice-président du département, Issa Abdou Issa. Les permanences seront assurées successivement par l'équipe de la PMI de Bandrélé, selon le planning de présence suivant. Les lundis, une sage-femme plus 2 agents d'accueil seront présents. Les mardis, une infirmière et 2 agents d'accueil seront à la PMI de M'Tsamoudou. Les jeudis, tous les 15 jours, la permanence sera assurée par le médecin et 2 agents d'accueil. À noter que les locaux seront également occupés par le service de protection enfance et famille, la cellule agrément, la psychologue et la conseillère conjugale. Les usagers pourront venir prendre rendez-vous uniquement les jours d'ouverture auprès des agents d'accueil. Cette PMI offre un nouveau service de proximité très attendu dans ce village du sud de l'île. Les mères et leurs enfants n'auront plus à faire plusieurs kilomètres pour être pris en charge. Le chantier de transport en commun Caribus a débuté sur le territoire et à l'heure où ce projet promet de faciliter la vie quotidienne dans une agglomération moderne et attractive, les entreprises de Kaweni et de la zone L ne l'entendent pas de cette oreille. Selon Jean-Claude Châtel, le président de l'ADIEC, l'association de défense des intérêts économiques de Kaweni, ce projet signe l'arrêt de mort de dizaines d'entreprises et va créer un véritable trou économique pendant 12 à 15 ans. Si un projet de transport en commun est jugé utile, le manque de concertation du monde économique et des habitants, le manque de communication et le manque de transparence a poussé l'ADIEC à saisir le Premier ministre Édouard Philippe par courrier. Selon l'association, environ 1600 emplois sont menacés. Ses membres réclament donc une voie de contournement et la création de zones d'activité économique au nord et au sud de Mamoudzou. Au début du mois de septembre dernier, les Comores ont lancé une nouvelle campagne afin de tenter d'enrayer la diffusion du paludisme, notamment en Grande Comore. En effet, 16 142 cas de paludisme ont été recensés depuis le début de l'année sur l'île principale. Une recrudescence importante du nombre de personnes atteintes qui inquiète alors que 8 décès pour paludisme ont été comptabilisés en 2018. Sur les îles voisines de Moélie et d'Anjouan, la maladie est considérée comme éradiquée grâce à un programme de lutte lancé respectivement en 2007 et 2012 et un nouveau traitement. Mais en Grande Comore, la campagne a été lancée plus tardivement en 2013 et seulement 60% de la population a été couverte.
Si depuis 2014 Mayotte est classée par l'OMS dans les zones en voie d'élimination du paludisme, le département reste toutefois très vulnérable puisque le nombre de cas importés en provenance de pays d'Afrique, de l'Union des Comores ou de Madagascar est en augmentation depuis plusieurs années. En 2017, 18 cas avaient été déclarés contre 47 en 2018 et déjà 44 depuis le mois de janvier de cette année. Selon l'ARS qui suit de près la situation, des mesures de contrôle autour des points d'entrée sont actuellement mises en place. Et on termine cette édition avec l'inauguration de la Maison des Jeunes et de la Culture de Tsunzu 2 qui a eu lieu ce matin. Une cérémonie sous le thème du patrimoine et de la bonne humeur en présence du maire de Mamoudzou et du préfet. Une nouvelle structure qui doit permettre de rapprocher la population autour d'un thème commun, la culture. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Salle informatique, bibliothèque, scène pour les représentations théâtrales et musicales, cette nouvelle MJC va permettre aux jeunes, mais aussi aux plus vieux, un accès à la culture facilité dans le sud de l'agglomération de Mamoudzou. Financée à 100% par la mairie de Mamoudzou à hauteur de 2,5 millions d'euros, cette 5e MJC de l'agglomération s'inscrit dans la volonté de faciliter l'accès à la culture. Nous sommes dans une démarche, si vous voulez, de démocratisation de la culture et de désacralisation de la culture. Donc forcément, tout ce qui peut représenter un frein à l'accession de la culture est évidemment aujourd'hui combattu. Donc à savoir, si la personne se lève et se dit « Oui, mais moi, l'équipement socioculturel le plus proche de chez moi, c'est à Vaïbé, mais je ne suis pas véhiculée. » Ou c'est la médiathèque de Passamanti et je ne suis pas véhiculée. Vous voyez, cela représente un frein. Alors je pense qu'on a toute la légitimité justement de vouloir, si vous voulez, un tout petit peu disperser comme ça ces équipements culturels tout au long de la commune de Mamoudzou. Au total, 7 équipements socioculturels sont répartis sur l'agglomération, comprenant des MJC ou encore une médiathèque. Une MJC qui servira à la population, mais aussi aux structures associatives qui pourront l'utiliser pour se réunir. Ça va apporter un service, puisqu'il y a des associations qui vont trouver ici un lieu où elles pourront se poser, travailler, mettre à disposition de la population leur expérience, leur savoir-faire. Ce sera important parce que les gens vont se croiser, vont se côtoyer, vont se fréquenter, vont se parler. Et donc cet outil, il crée aussi de la cohésion sociale dont nous avons besoin. Vous savez, cette matière invisible qui se glisse entre les individus pour que les uns et les autres puissent vivre ensemble. La MJC de Tsunzu, elle sert à ça. Comme le veut la tradition des MJC du territoire communal, celle-ci choisira un thème comme ses consoeurs. Par exemple, la MJC de Vaïbé a choisi l'environnement, celle de Kaweni, le spectacle vivant, ou encore celle de Cavani, la danse urbaine. Pour le moment, la MJC de Tsunzu n'a pas élu de directeur, c'est la MJC de Kaweni qui assure l'intérim de la direction actuelle. Une nouvelle MJC qui permettra de fédérer la population autour de la culture. S'achève ce journal, merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.